Bon, je crois qu'on va commencer là parce qu'on va manquer un peu de temps. Alors, bienvenue dans cette séance qui va être consacrée à l'étude des valvulopathies mitrales et on va commencer par l'insuffisance mitrale. Alors c'est quoi l'insuffisance mitrale? Alors, par définition, l'insuffisance mitrale, c'est un reflux systolique qui est anormal de sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche, qui est secondaire à la perte d'étanchéité de la valve mitrale. Alors, les mots-clés dans les définitions sont les suivants. C'est un reflux qui est systolique. D'accord? Ça se fait au moment de la systole. Vous savez qu'en systole, la valve mitrale est normalement étanche et elle ne laisse pas normalement refluer le sang du ventricule vers l'oreillette gauche. D'accord? Et ce reflux systolique du VG vers l'oreillette gauche est secondaire à une perte de l'étanchéité normale de la valve mitrale. Alors, la caractéristique essentielle de l'insuffisance mitrale, c'est que c'est une valvulopathie qui est très hétérogène avec des mécanismes et des étiologies qui sont très variables et qui sont dominés en Tunisie, comme la plupart des valvulopathies, par les cardiopathies rhumatismales, notamment le rhumatisme articulaire. Alors d'emblée, dès la définition et l'introduction, il faut distinguer d'emblée deux principales formes cliniques de l'insuffisance mitrale. Les insuffisances mitrales, on les appelle les insuffisances mitrales aiguës et les insuffisances mitrales chroniques. Alors, on fait cette différence. Pourquoi? Parce que la présentation clinique, les mécanismes, le pronostic et la prise en charge thérapeutique sont complètement différents. L'insuffisance mitrale aiguë est une valvulopathie, c'est une présentation très grave. Généralement, c'est des tableaux très graves d'insuffisance cardiaque aiguë, voire des tas de chocs cardiogéniques qui nécessitent généralement une prise en charge chirurgicale urgente. Alors que l'insuffisance mitrale chronique, c'est une valvulopathie qui est longtemps bien tolérée et qui va donc mettre plusieurs années pour que le patient développe les premiers symptômes. Donc, l'insuffisance mitrale chronique, contrairement à l'insuffisance mitrale aiguë, est longtemps bien tolérée avant l'apparition des premiers signes cliniques. Alors, toujours dans les pathologies valvulaires, s'il y a un examen à retenir qui permet de confirmer le diagnostic et d'adresser le patient généralement à un traitement chirurgical, c'est l'échographie, qui constitue l'examen clé de toutes les pathologies valvulaires. Alors, donc je vous rappelle ici donc une coupe anatomique ici de ce qu'on appelle l'appareil valvulaire mitral. Alors l'appareil valvulaire mitral, c'est pas seulement la valve mitrale en elle-même, c'est tout un appareil qui est composé par plusieurs structures. Alors on commence par cette structure qui est l'anneau valvulaire mitral. Cet anneau valvulaire mitral s'ancre sur lui ou s'insère sur lui une petite valve postérieure et une grande valve antérieure. D'accord? Alors, ces deux hémivalves mitrales sont attachées par des cordages qui s'insèrent eux-mêmes à du muscle, on l'appelle les muscles papillaires. Ces muscles papillaires eux-mêmes s'insèrent sur la paroi ventriculaire gauche. Alors, donc, l'appareil valvulaire mitral, il comporte en fait 5 structures: l'anneau, les valves elles-mêmes, les cordages, les piliers et les piliers qui s'insèrent sur la paroi ventriculaire gauche. Alors, il faut retenir que toute anomalie qui touche l'un des constituants de cet appareil valvulaire mitral, elle peut être à l'origine d'une insuffisance mitrale. Alors, les étiologies, on va les deviner de ce qu'on vient de dire. Alors, on a dit que toute pathologie ou toute anomalie qui touche l'un des constituants de l'appareil valvulaire mitral peut être responsable d'une insuffisance mitrale.
Alors, on va commencer par l'anneau mitral. Qu'est-ce qui peut entraîner une insuffisance mitrale en touchant l'anneau mitral? Les valves mitrales, les cordages ou bien les muscles papillaires, ensuite la paroi myocardique. Toute anomalie de l'un de ces constituants peut être à l'origine d'une insuffisance mitrale. On commence par l'anneau mitral. Alors, l'anneau mitral peut être altéré par quoi, en fait, qui va être à l'origine d'une insuffisance mitrale? Première chose, c'est ce qu'on appelle les dilatations de l'anneau mitral. Les dilatations de l'anneau mitral, c'est l'apanage surtout de ce qu'on appelle les cardiomyopathies dilatées. C'est des pathologies du muscle cardiaque qui se dilatent de façon très, très importante et qui aboutit à une insuffisance cardiaque et à une altération de la fonction ventriculaire gauche systolique. Généralement, ces cardiomyopathies dilatées, ça s'associe à une dilatation très importante de l'anneau mitral et qui occasionne généralement une fuite mitrale. On les appelle une fuite mitrale fonctionnelle par dilatation mitrale de l'anneau mitral. Alors, la deuxième cause, c'est ce qu'on appelle les calcifications de l'anneau mitral. Et c'est des pathologies dégénératives qui vont apparaître en fait avec l'âge. Plus on vieillit, plus on a la chance de développer ces calcifications au niveau de l'anneau mitral et occasionner des insuffisances mitrales. Ensuite, qu'est-ce qui peut toucher les valves mitrales et peut entraîner une insuffisance mitrale? On peut avoir une rétraction des valves, c'est-à-dire des valves qui sont sclérosées, qui sont rétractées, et ça, c'est typiquement l'apanage du rhumatisme articulaire aigu. On peut avoir, par contre, une élongation des valves. C'est des valves qui ne sont pas normales, qui sont anormalement longues, et ça entraîne un problème de coaptation des valves. Et ça intéresse essentiellement les causes dystrophiques. On va les voir, les causes dystrophiques. Ensuite, la troisième principale étiologie, c'est les délabrements, c'est-à-dire c'est des destructions valvulaires et qui s'observent essentiellement dans ce qu'on appelle les endocardites infectieuses mitrales. C'est-à-dire c'est une valve, c'est une destruction du tissu valvulaire par l'agent infectieux. Ensuite, les cordages. Alors les cordages, qu'est-ce qui peut toucher les cordages et peut entraîner une insuffisance mitrale? Première chose, on peut avoir ce qu'on appelle une élongation des cordages. Et ça, c'est toujours l'apanage des causes dystrophiques. Alors, les cordages, lorsqu'ils sont anormalement longs, ça entraîne aussi un problème de coaptation des valves mitrales et ça entraîne une insuffisance mitrale. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les ruptures de cordage. Alors, les ruptures de cordage sont l'apanage de deux principales étiologies. Essentiellement, l'endocardite infectieuse, c'est une sorte aussi de destruction tissulaire qui entraîne une rupture de ces cordages, mais aussi les causes dystrophiques, notamment ces cordages qui sont assez longs, ils peuvent être susceptibles de se rompre et occasionner des insuffisances mitrales aiguës. Alors, quatrième anomalie, ça intéresse les muscles papillaires. Alors, les muscles papillaires, qu'est-ce qu'on peut avoir? Première chose, on peut avoir ce qu'on appelle une dysfonction du muscle papillaire. Et ça s'observe essentiellement dans les cardiopathies ischémiques. Généralement, c'est une ischémie d'un pilier du myocardique qui va entraîner une anomalie de la contractilité de ce pilier et occasionner généralement des insuffisances mitrales. Alors, la deuxième chose, qui est beaucoup plus rare, c'est ce qu'on appelle les ruptures du muscle papillaire. Et les ruptures des muscles papillaires, c'est une cause relativement rare d'insuffisance mitrale aiguë et qui s'observe généralement à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde, généralement les infarctus inférieurs, par rupture du poignet postéro-médian qui est irrigué normalement par l'artère coronaire droite ou l'artère circonflexe. D'accord? C'est une cause rare d'insuffisance mitrale aiguë. Alors, cinquième cause, alors on peut avoir une anomalie uniquement de la paroi myocardique sur laquelle s'insère le pilier. Et dans ce cas, c'est essentiellement le cas des ventricules gauches qui sont très dilatés. Ils sont très dilatés dans le cadre des cardiomyopathies dilatées
Et ces ventricules gauches, lorsqu'ils sont très dilatés, ils modifient, leur géométrie, elle se modifie et l'angle de traction sur les piliers se modifie de telle façon qu'on peut avoir une anomalie de coaptation des valves mitrales et par conséquent une insuffisance mitrale. Alors, la deuxième cause, c'est ce qu'on appelle les troubles de la cinétique segmentaire qui sont l'apanage de la cardiopathie ischémique, c'est-à-dire qu'on a sur la zone d'insertion du pilier myocardique sur le ventricule gauche, on peut avoir une zone qui est akinétique, qui est séquelle d'une nécrose myocardique, ou bien hypokinétique, qui est secondaire à une ischémie myocardique. Et cette paroi myocardique qui est akinétique ou qui est hypokinétique, elle ne joue pas le rôle normal et elle va tirer sur les piliers qui eux-mêmes tirent sur les cordages et la valve et ça peut occasionner donc une insuffisance mitrale. Alors, c'est clair ici pour les étiologies, parce que c'est très important pour la suite. Très bien. Alors, on a dit que la pathologie de l'un des constituants de l'appareil valvulaire mitral peut être à l'origine, lorsqu'il est altéré, peut être à l'origine d'une insuffisance mitrale. Bien sûr, on peut avoir l'association de plusieurs mécanismes en même temps. Alors, il y a une classification très importante de l'insuffisance mitrale qu'on appelle la classification de Carpentier. C'est une classification qui est anatomo-fonctionnelle et qui est très simple et qui est très utilisée et qui permet de distinguer enfin en fonction du mouvement des feuillets valvulaires, 3 types d'insuffisance mitrale. C'est-à-dire que cette classification, elle se base essentiellement sur les mouvements des feuillets valvulaires. Il y a une question de... Les cordages peuvent devenir calcifiés, oui, bien sûr. Les cordages peuvent se calcifier, notamment dans le retrécissement, dans le rhumatisme articulaire aigu, mais à un stade avancé. Alors, je disais donc que la classification de Carpentier, elle se basait essentiellement sur le mouvement des feuillets valvulaires. Je m'explique. Alors, on distingue 3 types. Le type 1, c'est quoi? En fin de compte, c'est des mouvements valvulaires qui sont normaux. Un mouvement valvulaire qui sont normaux, c'est-à-dire que la valve mitrale, elle s'ouvre en systole, en diastole, et elle se ferme normalement en systole. D'accord? Et garde le même plan de coaptation normal, c'est-à-dire au niveau de l'anneau mitral. Elle s'ouvre en diastole, elle se ferme en systole, donc mouvement valvulaire normal, et ça, c'est caractéristique de 2 mécanismes, notamment les dilatations de l'anneau ou les calcifications de l'anneau, et lorsqu'on a une perforation valvulaire qui est la conséquence généralement d'une endocardite infectieuse. Donc, dans le type 1, le mouvement il est normal, parce que la valve elle a un mouvement, une cinétique valvulaire qui est normale, mais qu'est-ce qui fait l'insuffisance mitrale? C'est la dilatation de l'anneau ou bien une perforation de l'une des valves mitrales. Alors, le deuxième type, c'est quoi? C'est des mouvements valvulaires qui sont exagérés. Je m'en ai exagéré. Normalement, on a une valve qui se coapte au niveau du plan de l'anneau mitral. Alors, mouvement valvulaire exagéré, c'est-à-dire qu'il y a donc une valve qui va prolaber, en fin de compte, qui va prolaber vers l'oreillette gauche, c'est-à-dire qu'elle va avoir un mouvement qui est exagéré vers l'oreillette gauche, ça définit le prolapsus valvulaire mitral, d'accord? Et ça, c'est généralement l'apanage du prolapsus valvulaire, on est notamment aussi des élongations valvulaires. Alors, le type 3, c'est l'inverse du type 2, c'est-à-dire qu'on va avoir une restriction des mouvements valvulaires, d'accord? Une restriction des mouvements valvulaires, c'est-à-dire l'une des valves, elle ne va pas donc arriver au plan de coaptation normal. Elle est rétractée. L'une des valves, elle est rétractée donc du côté du ventricule
gauche. C'est pour cette raison qu'on parle de mouvement valvulaire anormal. Alors, on classe ce type 3 en deux principaux sous-types. 3A, c'est le rhumatisme articulaire aigu. Il y a une fibrose, une rétraction de la valve qui occasionne l'insuffisance mitrale. Et 3B, c'est tout ce qui est ischémie myocardique, c'est-à-dire qu'il y a une zone akinétique ou hypokinétique de la paroi ventriculaire gauche qui tire sur et entraîne une modification de la géométrie de la traction sur le muscle papillaire, les cordages et la valve, et ça entraîne une insuffisance mitrale par restriction du mouvement de l'une des valves. Donc, classification de Carpentier très importante parce qu'elle permet de distinguer trois principaux types. Alors, mouvement valvulaire normal, valvulaire exagéré, mouvement valvulaire rétréci. Alors, pourquoi on fait cette distinction? Parce que généralement, ça permet d'orienter les indications thérapeutiques, notamment chirurgicales. Alors, le type 1 et type 2, généralement, le traitement chirurgical peut, dans certains cas, permettre de conserver la valve mitrale, c'est-à-dire qu'on ne va pas enlever la valve et la remplacer par une prothèse. D'accord? Donc, dans le type 1 et le type 2, le traitement conservateur, il est possible. Par contre, dans le type 3, c'est généralement des insuffisances mitrales pour lesquelles on est obligé de remplacer toute la valve mitrale par une prothèse, que ce soit mécanique ou biologique. Est-ce que c'est clair cette classification? Très bien. Donc, on passe. Alors, voici ce qu'on a vu. Donc, la classification de Carpentier. Donc, type 1, mouvements valvulaires qui sont normaux, c'est-à-dire que les valves ont une cinétique normale et se coiffent normalement au niveau de l'anneau mitral. Mais l'insuffisance mitrale, elle est la conséquence. C'est même d'une dilatation de l'anneau mitral qui occasionne une fuite centrale comme ça, une insuffisance mitrale centrale, ou bien une perforation de l'une des valves qui va entraîner donc un reflux de sang du ventricule gauche vers l'oreille gauche et donc une insuffisance mitrale. Le type 2, c'est des mouvements valvulaires qui sont exagérés. Et regardez le cas particulier ici, il s'agit d'une rupture de cordage. Et la rupture de cordage, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un prolapsus très important de la valve mitrale, c'est-à-dire que l'une des valves ici, elle va dépasser le plan de coaptation normal de la valve mitrale vers l'oreillette gauche et ça occasionne un reflux de sang du ventricule vers l'oreillette gauche donc, et une insuffisance mitrale. Type 2, donc, mouvements valvulaires qui sont exagérés, c'est-à-dire il y a une valve qui va prolaber. Alors, le type 3, on a dit qu'il est divisé en deux sous-types. Le type 3A, c'est l'apanage du rhumatisme articulaire aigu et c'est des mouvements valvulaires qui sont rétrécis, qui sont diminués. Regardez ici, dans le rhumatisme articulaire aigu, la valve elle est épaissie, elle est rétractée ici avec les cordages qui sont fusionnés et rétractés. Ça entraîne une restriction des mouvements des valves. D'accord? Et ça entraîne une fuite ou une insuffisance mitrale. Alors, le type 3B, c'est l'insuffisance mitrale ischémique. Regardez ici, vous avez un pilier et une zone sur laquelle s'insère le pilier qui est totalement akinétique, c'est-à-dire une séquelle d'un infarctus myocardique. Alors, cette séquelle, elle va se comporter comme quoi? C'est une zone qui est akinétique, qui ne se contracte plus, elle va tirer sur l'une des valves mitrales et donc diminuer le mouvement de l'une des valves mitrales. Et donc, elle va occasionner un reflux du ventricule gauche vers l'oreillette gauche et donc une insuffisance mitrale. Alors, à partir de cette définition, de cette classification, on peut distinguer trois entités d'insuffisance mitrale. Alors, les insuffisances mitrales, on les appelle les insuffisances mitrales organiques ou primitives.
manière organique, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a une atteinte primitive de l'appareil valvulaire mitral, c'est-à-dire la valve mitrale, les cordages et eux-mêmes, ils sont malades, d'accord? Une insuffisance mitrale organique par atteinte de l'appareil valvulaire mitral. On les oppose aux insuffisances mitrales fonctionnelles. Pourquoi on les appelle fonctionnelles? Parce que la valve en elle-même, elle n'est pas malade, mais c'est généralement des dilatations de l'anneau mitral qui vont occasionner l'insuffisance mitrale. Alors, le troisième type, c'est les insuffisances mitrales qu'on appelle les insuffisances mitrales les insuffisances mitrales ischémiques. Toujours est-il, dans l'insuffisance mitrale ischémique, l'appareil valvulaire mitral, la valve et les cordages eux-mêmes, ils sont normaux, mais c'est des modifications de l'ordre de traction sur ces cordages qui va entraîner l'insuffisance mitrale. Donc, cette entité, l'insuffisance mitrale organique, on l'appelle aussi insuffisance mitrale primitive, et cette insuffisance mitrale fonctionnelle et insuffisance mitrale ischémique, on les appelle des insuffisances mitrales secondaires. Pourquoi secondaires? Parce que l'appareil valvulaire est lui-même normal, mais c'est des anomalies du ventricule gauche qui vont être à l'origine de cette insuffisance mitrale. Est-ce que c'est clair jusque-là? D'accord. Il y a 3 seulement qui participent parmi 55. Où sont les autres? D'accord, très bien. Alors, en résumé, on va résumer donc les étiologies des insuffisances mitrales. Donc, la cause la plus fréquente, c'est quoi? C'est le rhumatisme articulaire aigu. Principale cause dans les pays en voie de développement, notamment en Tunisie aussi. La deuxième principale cause, pardon, j'ai un problème de connexion. Alors, la deuxième cause, c'est ce qu'on appelle les causes dystrophiques et les causes dégénératives, notamment la maladie de Barlow. On va voir la maladie de Barlow. Les ruptures dégénératives du code de cordage, les maladies du tissu élastique et les calcifications de l'anneau mitral. Alors, troisième cause, par ordre de fréquence, c'est l'endocardite infectieuse. Les insuffisances mitrales ischémiques. La cardiomyopathie hypertrophique, c'est une pathologie primitive du muscle cardiaque qui est caractérisée par une hypertrophie asymétrique du ventricule gauche et qui, parmi les anomalies cardiaques, c'est une insuffisance mitrale qui est généralement secondaire à des anomalies morphologiques de la valve mitrale. Alors, les dernières causes par ordre de fréquence, c'est les insuffisances mitrales fonctionnelles. Et les insuffisances mitrales, on les appelle les insuffisances mitrales traumatiques, notamment compliquant un geste de dilatation mitrale percutanée. On va la voir, donc c'est un des traitements conservateurs du rétrécissement mitral. Et parmi les complications de cette dilatation mitrale, c'est la création d'insuffisance mitrale aiguë traumatique par le ballon de dilatation mitrale. Alors, parmi ces causes, on peut deviner des causes d'insuffisance mitrale chronique et des causes d'insuffisance mitrale aiguë. Alors, je vais vous demander de me citer parmi ces étiologies, donc, 3 causes d'insuffisance mitrale aiguë. Oui, l'endocardite infectieuse, très bien. L'endocardite infectieuse, c'est la principale cause d'insuffisance mitrale aiguë.
Traumatique, oui, compliquant surtout un geste de dilatation mitrale percutanée. Ischémique, oui, c'est surtout les ruptures ischémiques du pilier. Ça donne des insuffisances mitrales aiguës très graves. Mais aussi zvourage, non, RAA, non. Voilà, la rupture de cordage, oui. Alors, les 4 parmi ces causes qui peuvent occasionner une insuffisance mitrale aiguë, c'est les ruptures de cordage, l'endocardite infectieuse, l'insuffisance mitrale ischémique par rupture de pilier et les insuffisances mitrales traumatiques. D'accord? Alors, je passe sur ça. Donc, le RAA, c'est la cause la plus fréquente en Tunisie. La valve, elle est elle-même épaissie, elle est rétractée avec des cordages qui vont se fusionner, qui vont se raccourcir. Les commissures, bien sûr, qui sont aussi fusionnées du fait de cette agression rhumatismale. Ça correspond au type 3A de Carpentier. Et la caractéristique essentielle dans le rhumatisme articulaire aigu, c'est que l'atteinte, elle est rarement isolée. Généralement, il s'y associe une atteinte rhumatismale des autres valves, notamment aortiques et tricuspides. Alors, les causes dystrophiques et dégénératives, c'est la cause la plus fréquente dans les pays développés. Ça se caractérise sur le plan anatomique par des élongations des valves et des élongations des cordages qui peuvent aller jusqu'à la rupture de cordage. Alors, la maladie de Barlow, c'est l'anomalie typique de ces causes dystrophiques. En fait, la maladie de Barlow, c'est quoi? C'est des valves qui sont épaisses, qui sont ballonnisantes et avec des cordages qui sont allongés et ça occasionne des prolapsus valvulaires mitrales. On peut avoir ce qu'on appelle les ruptures dégénératives de cordage. C'est un vieillissement des cordages qui vont finir par se rompre. Les maladies de tissu élastique et aussi les calcifications de l'anneau mitral. Alors, l'endocardite infectieuse, c'est ce qu'on appelle les insuffisances mitrales, on les appelle aussi oslériennes. Alors, le mécanisme, c'est la perforation ou la rupture de cordage. Bien sûr, les endocardites infectieuses sont responsables d'insuffisance mitrale aiguë, par perforation ou par rupture de cordage. Les insuffisances mitrales ischémiques, on peut avoir des dilatations ventriculaires gauche qui est la conséquence de séquelles d'ischémie de nécrose myocardique, les anomalies de la cinétique segmentaire, on l'a vu, et les ruptures du pilier, notamment à la phase aiguë d'un infarctus inférieur, et ça occasionne des insuffisances mitrales aiguës qui sont très mal tolérées. On peut avoir aussi une cause rare qui est la dysfonction ischémique du pilier, mais sans vraie rupture. C'est-à-dire que le muscle papillaire, il est lui-même ischémié, d'accord? Et cette ischémie, ça entrave le mouvement normal du pilier qui tire sur l'une des valves et ça occasionne une insuffisance mitrale. Alors, la cardiomyopathie hypertrophique, on a dit qu'il s'agit des anomalies de l'appareil valvulaire et sous-valvulaire mitral. C'est ce qu'on appelle le mouvement systolique antérieur de la valve mitrale. C'est des anomalies de la valve mitrale elle-même. Les insuffisances mitrales traumatiques, c'est surtout post-commissurotomie mitrale percutanée ou dilatation mitrale percutanée. C'est une complication de cette procédure. Et les insuffisances mitrales fonctionnelles, qui sont la conséquence d'une modification de la géométrie du ventricule gauche avec une dilatation de l'anneau mitral. On peut passer. Pas de questions ici? Très bien. Donc, on va passer sur le plan physiopathologique. Alors, l'insuffisance mitrale, en fait, on a dit que c'est un reflux systolique anormal de sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Donc, ce reflux systolique, qu'est-ce qu'il va entraîner? En fin de compte, il va entraîner une augmentation de la précharge ventriculaire gauche. C'est quoi la précharge? C'est tout ce qui revient au ventricule gauche en diastole. Alors, donc, lorsqu'il y a une insuffisance mitrale, le ventricule gauche voit sa précharge augmenter. Pourquoi? Parce qu'il va recevoir pendant la diastole le retour veineux pulmonaire normal
qui est associée à la quantité de sang qui a reflué pendant la systole précédente. Donc, il y a une augmentation de la précharge du ventricule gauche. Alors, il y a aussi en contrepartie une diminution de la post-charge. Pourquoi il y a une diminution de la post-charge? Parce que le volume d'éjection systolique, il est amputé par le volume sanguin qui a reflué pendant la systole du ventricule vers l'oreillette gauche. Alors, les conséquences de cette insuffisance mitrale, ils vont dépendre de l'importance du volume sanguin qui a régurgité et surtout, du caractère aigu ou chronique de l'insuffisance mitrale. On va commencer par le premier cas de figure qui est l'insuffisance mitrale chronique. C'est-à-dire qu'il y a un reflux de sang de façon chronique du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Alors, toujours dans les pathologies valvulaires, on a les conséquences en amont et les conséquences en aval. Les conséquences en amont, c'est-à-dire avant la valve mitrale, qu'est-ce qu'on va avoir? L'insuffisance mitrale, on a dit qu'il y a un reflux de sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Ce reflux de sang va entraîner une dilatation de l'oreillette gauche, donc une augmentation de la pression dans l'oreillette gauche qui se transmet elle-même vers les capillaires pulmonaires qui voient leur pression augmenter et à la longue, cette élévation persistante de la pression capillaire pulmonaire, elle va occasionner une élévation de la pression artérielle pulmonaire. D'accord? Pour aboutir à une hypertension artérielle pulmonaire et lorsqu'elle n'est pas traitée, elle va retentir sur le cœur droit. D'accord? Alors, les conséquences en aval, qu'est-ce qu'on va avoir? Oui, ça donne une fibrillation. On va voir, parmi les complications de l'insuffisance mitrale et de la dilatation auriculaire gauche, toujours lorsque l'oreillette gauche, elle se dilate, elle est susceptible de développer une fibrillation auriculaire. Alors, les conséquences en aval, qu'est-ce qu'on va avoir? On a dit qu'il y a en aval, c'est-à-dire en aval de la valve mitrale, c'est-à-dire essentiellement sur le ventricule gauche. On a dit qu'il y a une augmentation de la précharge du ventricule gauche. Alors, cette augmentation de la précharge, elle résulte d'une augmentation du volume qui vient vers le ventricule gauche pendant la diastole. C'est la conséquence d'une sommation du volume sanguin qui vient des veines pulmonaires et du volume sanguin qui a reflué pendant la systole précédente. Oui, volume qui est diastolique. Alors, cette augmentation de la précharge du ventricule gauche, elle va être à l'origine de ce qu'on appelle une surcharge volumétrique du ventricule gauche. Alors, cette surcharge volumétrique du ventricule gauche va être la responsable d'un certain nombre de signes physiques, notamment le B3 et le roulement diastolique. Alors, les B3, c'est quoi? Le B3, c'est un bruit qui est surajouté, qui est protodiastolique et qui est la conséquence, en fin de compte, il est audible lorsqu'il y a une augmentation de la phase de remplissage rapide du ventricule gauche. Alors, en cas d'insuffisance mitrale, on a une augmentation du volume donc, qui traverse la valve mitrale, donc on peut avoir un B3 qui devient audible. Par la même chose, on peut avoir ce qu'on appelle le roulement diastolique de débit, c'est-à-dire de débit, c'est-à-dire que la valve n'est pas rétrécie, mais du fait d'une augmentation très importante du volume qui traverse la valve mitrale, on peut avoir le flux, il peut devenir turbulent et on peut avoir ce qu'on appelle ce roulement diastolique de débit. Alors, conséquence en aval, on a dit que il y a une augmentation de la précharge du ventricule gauche qui va entraîner une surcharge volumétrique du ventricule gauche et être à l'origine de deux principaux signes physiques qui sont en faveur de l'importance de la sévérité de l'insuffisance mitrale.
qui sont le B3 protodiastolique et le roulement diastolique, on l'appelle le roulement diastolique fonctionnel d'hyperdébit. Alors, cette augmentation de la précharge du ventricule gauche, elle va être origine, donc le ventricule gauche, il va s'adapter à cette surcharge volumétrique, il va être à l'origine donc le siège d'une hypertrophie et d'une dilatation excentrique du ventricule gauche. Alors, dans cette insuffisance mitrale, on a dit que la surcharge volumétrique, le ventricule gauche, il va s'adapter à cette surcharge volumétrique en se dilatant progressivement pour accepter cet excès de précharge ventriculaire gauche. Alors, la fonction systolique du ventricule gauche, elle va rester longtemps conservée. Donc, à cause de ces mécanismes d'adaptation à type de dilatation et hypertrophie du ventricule gauche, la fonction ventriculaire systolique, elle est conservée pendant longtemps. C'est pour cette raison que on dit que l'insuffisance mitrale, c'est une valvulopathie chronique qui est longtemps bien tolérée. Alors, à un stade avancé, lorsqu'on n'agit pas, lorsqu'on n'intervient pas pour traiter cette insuffisance mitrale, donc il va survenir ce qu'on appelle une dysfonction ventriculaire gauche, c'est-à-dire le ventricule gauche qui s'est adapté pendant de longues années, il va finir par perdre ses mécanismes d'adaptation, il va avoir sa fonction ventriculaire gauche systolique altérée. Alors, et tout l'effort, il doit être concentré vers le traitement de ces insuffisances mitrales chroniques volumineuses avant le stade de dysfonction ventriculaire gauche. Donc, on a dit que l'insuffisance mitrale chronique est une valvulopathie qui est très longtemps bien tolérée. Alors, ça, c'est pour les insuffisances mitrales chroniques. Alors, l'insuffisance mitrale aiguë, on a dit que la présentation, la physiopathologie, la présentation clinique et le traitement sont complètement différents. Alors, en cas d'insuffisance mitrale aiguë, l'insuffisance mitrale elle va être à l'origine donc elle va être d'installation brutale, c'est-à-dire la conséquence d'une rupture de cordage, ou bien d'une perforation valvulaire, ou bien d'une rupture de pilier. Donc, l'insuffisance mitrale, elle va survenir de façon brutale. Donc, le ventricule gauche, cette structure qui s'est dilatée dans le cadre de l'insuffisance mitrale chronique, il va être submergé par une augmentation brutale et rapide de sa précharge et il n'a pas eu le temps de s'adapter à cette augmentation brutale de la précharge. En même temps, on a une oreillette gauche qui ne s'est pas dilatée avec le temps, qui a une compliance qui est faible, qui n'est pas dilatée, donc elle va recevoir brutalement un reflux donc, de sang du ventricule vers l'oreillette gauche. Donc, qu'est-ce que ça va se traduire? Alors, cette augmentation brutale cette fuite brutale du sang dans l'oreillette gauche de la conséquence d'une insuffisance mitrale aiguë va être à l'origine d'une élévation très importante et brutale de la pression dans l'oreillette gauche. En même temps, le ventricule gauche qui n'est pas encore adapté va voir sa pression télédiastolique qui augmenter de façon très importante. Alors, qu'est-ce qui va se produire? La traduction clinique de ça, c'est quoi? Une élévation brutale de la pression qui règne dans l'oreillette gauche va être à l'origine d'une crise, va se transmettre vers les capillaires pulmonaires et peut-être à l'origine d'une crise de dème aigu de poumon. Dans le cas extrême, on peut avoir ce qu'on appelle l'état de choc cardiogénique. Donc, les insuffisances mitrales aiguës, contrairement aux insuffisances mitrales aiguës, aux insuffisances mitrales chroniques, sont caractérisées par une très mauvaise tolérance clinique, qui fait de ces insuffisances mitrales une urgence médico-chirurgicale. Alors, les insuffisances mitrales, on l'appelle, dans les insuffisances mitrales chroniques, on l'appelle qu'il y a toujours un cercle vicieux. On dit que l'insuffisance mitrale aggrave elle-même l'insuffisance mitrale.
Imaginez que vous avez une insuffisance mitrale volumineuse. Donc, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Elle va augmenter la précharge du ventricule gauche. Ce ventricule gauche, il va se dilater pour faire face à cette surcharge volumétrique. Alors, cette dilatation du ventricule gauche va la dilater l'anneau mitral en même temps. Et cette dilatation de l'anneau mitral, elle va augmenter le volume régurgité et donc va aggraver l'insuffisance mitrale. Et avec le temps, l'insuffisance mitrale, elle va s'auto-aggraver. On dit que l'insuffisance mitrale aggrave l'insuffisance mitrale. On va... C'est clair? Très bien. Alors, on va passer donc à l'étude clinique. Alors, sur le plan clinique, on a dit que c'est une valve, on va prendre comme titre de description, on va parler initialement des insuffisances mitrales chroniques. Alors, on a dit que c'est une valvulopathie qui est longtemps bien tolérée, qui n'entraîne peu ou pas de symptômes jusqu'à un stade avancé. Donc, la découverte, elle peut être fortuite à l'occasion de l'auscultation d'un souffle systolique, mais elle peut être aussi découverte à un stade un peu avancé par des signes fonctionnels. Ces signes fonctionnels sont essentiellement à type de dyspnée. Donc, cette dyspnée est au début à l'effort, ensuite elle devient au repos. Alors, on peut avoir des palpitations, une asthénie, une fatigue. Alors, donc l'insuffisance mitrale peut être aussi découverte à l'occasion de complications, notamment complications rythmiques, surtout la fibrillation auriculaire. On peut avoir des complications thromboemboliques qui ont la conséquence fréquemment de la fibrillation auriculaire. On peut aussi découvrir l'insuffisance mitrale à un stade avancé d'insuffisance cardiaque gauche ou d'insuffisance cardiaque droite. Alors, l'examen physique, la palpation, donc elle va trouver un choc de pointe qui est élargi et dévié en bas à gauche, qui est la conséquence de la dilatation du ventricule gauche. Donc, un étalement et une déviation du choc de pointe. On peut avoir un frémissement systolique à la pointe qui est la traduction tactile d'un souffle systolique très intense. On peut avoir un stade avancé d'insuffisance cardiaque droite, le signe de Harzel. Alors, l'auscultation, c'est le temps essentiel de l'examen physique. Il va retrouver le signe caractéristique qui est le souffle systolique de l'insuffisance mitrale. Comme vous le savez, donc en sémiologie, c'est un souffle qui a un timbre qui est doux, qui est en jet de vapeur, et qui est holosystolique, et qui est losangique, qui augmente, donc qui est maximal en début de systole, ensuite il diminue jusqu'à la fin de la systole, et qui a divers l'aisselle gauche. Alors, lorsque l'insuffisance mitrale chronique importante, elle est importante, donc on va avoir des signes de augmentation de la précharge ou la surcharge volumétrique du ventricule gauche, notamment le B3 diastolique et le roulement protodiastolique de débit. Alors, en stade avancé, on peut avoir un éclat de B2 au foyer pulmonaire qui traduit l'hypertension artérielle pulmonaire, comme on peut avoir un souffle systolique d'insuffisance tricuspide. Alors, le reste de l'examen, il retrouvera parfois des signes d'insuffisance cardiaque gauche ou des signes d'insuffisance cardiaque droite. Alors, le souffle d'insuffisance mitrale, c'est le signe le plus important de l'examen physique. Le temps, il est systolique. Le timbre, il est en jet de vapeur. Il est holosystolique. Alors, le roulement, c'est un bruit diastolique. D'accord? C'est un bruit diastolique. Ce n'est pas vraiment un souffle. Ça s'observe essentiellement dans une pathologie qui est le rétrécissement mitral. D'accord, qui est la conséquence d'une sténose de la valve mitrale. Le frémissement systolique, c'est une traduction tactile du souffle systolique. D'accord? Le souffle, on l'entend. Le frémissement, lorsque le souffle est très important, il peut être palpé au niveau de l'aire précordiale. C'est-à-dire, lorsque vous mettez la main sur l'aire précordiale, vous allez sentir une sorte de frémissement qui est la traduction
tactile du souffle systolique. Alors, le timbre, il est en jet de vapeur, la durée, il est holosystolique, l'intensité, elle est corrélée au degré de régurgitation et l'irradiation vers les aisselles. Généralement, ce souffle, il est augmenté en décubitus latéral gauche. Et les signes d'accompagnement sont quoi? On les a vus, le B3, le roulement diastolique d'hypergébie ou fonctionnel et l'éclat de BD au foyer pulmonaire. Alors, la radiographie du thorax, elle est caractéristique parce qu'elle va montrer ce qu'on appelle, oui. Alors, la dyspnée dans l'insuffisance mitrale, ça traduit une élévation des pressions dans les capillaires pulmonaires. D'accord? Chaque fois qu'on a une élévation de la pression qui règne dans les capillaires pulmonaires, ça se manifeste par une dyspnée. Bien sûr, le passage en fibrillation auriculaire, il va aggraver encore plus l'élévation des pressions capillaires et ça entraîne une aggravation des symptômes de l'insuffisance mitrale. On dit que la fibrillation auriculaire marque un tournant évolutif dans l'histoire naturelle de toute valvulopathie mitrale, notamment sténose mitrale ou insuffisance mitrale. Alors, la radiothorax va mettre en évidence donc les modifications de la silhouette cardiaque. On va avoir ce qu'on appelle la silhouette mitrale. Cette silhouette mitrale, elle va se traduire par ce double contour de l'arc inférieur droit qui traduit la dilatation de l'oreillette gauche, la convexité de l'arc moyen gauche par dilatation de la tête pulmonaire de l'auricule gauche et un allongement de l'arc inférieur gauche qui est la conséquence de la dilatation de la ventricule gauche. Et ça donne une cardiomégalie, contrairement à la silhouette mitrale du rétrécissement mitral où il n'y a pas de cardiomégalie. Voici ce que... Ça, c'est une radiographie de thorax normale. Vous savez que l'arc inférieur gauche, c'est la paroi ventriculaire gauche. Et ici, la pointe, normalement, du ventricule gauche qui croise le diaphragme. Vous avez l'arc inférieur droit qui correspond, en fin de compte, au bord latéral de l'oreille droite. Vous avez l'arc moyen gauche qui correspond au tronc de la pelle pulmonaire et à l'auricule gauche. Et vous avez la projection normale de l'oreillette gauche à ce niveau-là. Alors, lorsqu'on a une dilatation progressive de l'oreillette gauche, elle va se faire dans ce sens-là. Donc, lorsqu'on a une insuffisance mitrale, une dilatation très importante de l'oreillette gauche, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce qu'on appelle cet aspect en double contour de l'arc inférieur droit. Je m'en ai un double contour, c'est-à-dire que l'oreillette gauche qui normalement se projetait ici, elle va se dilater, et elle va former l'arc inférieur droit. En même temps, on va avoir l'arc, donc le bord latéral de l'oreillette droite, et ça donne cet aspect, donc on l'appelle en double contour. Le double contour, c'est-à-dire lorsque l'oreillette gauche, elle dépasse le bord droit de l'oreillette droite. Alors, l'arc moyen gauche, regardez, il a un aspect qui est convexe, en rapport avec la dilatation de l'artère pulmonaire et de l'oreillette gauche, et notamment de l'auricule gauche, qui est une partie déclive dans l'oreillette gauche. Et la surcharge volumétrique et la dilatation ventriculaire gauche va être à l'origine d'une cardiomégalie radiologique. Donc, la silhouette mitrale, elle comporte deux principales anomalies. Une dilatation de l'oreillette gauche avec un aspect de double contour de l'arc inférieur droit. Une dilatation, un aspect convexe de l'arc moyen gauche par dilatation de l'artère pulmonaire de l'auricule gauche. Et en cas d'insuffisance mitrale, donc le bord inférieur, il va se dilater et la pointe, elle va plonger en dessous du diaphragme. Ça donne une cardiomégalie. Et ça donne, typiquement, ça c'est la silhouette mitrale typique. D'accord? Alors, l'électrocardiogramme, on va deviner les signes électriques. Alors, le premier signe, bien sûr, c'est une hypertrophie auriculaire gauche avec une augmentation de la durée de l'onde P, parfois un aspect biphasique avec une négativité prédominante en B1.
On peut avoir donc une hypertrophie ventriculaire à gauche, HVG, diastolique ou ce qu'on appelle l'HVG par surcharge volumétrique, avec une augmentation du Sokolov, trouble secondaire de la repolarisation à type ventricule fine, profonde dans V5, V6, avec hanté ample pointu symétrique. Alors, l'hypertrophie ventriculaire droite, elle est rare, elle est surtout tardive. On peut avoir des extrasystoles auriculaires et à un stade avancé, presque toutes les insuffisances mitrales chroniques non traitées, ils vont évoluer vers ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire, qui est la conséquence de la dilatation auriculaire gauche. On ne parle pas d'HAG systolique ou diastolique. Il y a un seul type d'hypertrophie auriculaire gauche. L'HVG peut être systolique ou diastolique. L'hypertrophie auriculaire gauche, il n'y a pas de systolique ou diastolique. C'est une hypertrophie auriculaire gauche. Alors, on passe. Alors, l'écho, on a dit que c'est l'examen de référence. C'est vraiment l'examen qui va apporter le plus de renseignements pour l'étude de cette insuffisance mitrale. On peut actuellement même référer les patients pour chirurgie cardiaque sur les seules données de l'échographie cardiaque. On n'a pas plus besoin d'aller vers le cathétérisme cardiaque pour confirmer la sévérité de l'insuffisance mitrale. Donc, il va permettre le diagnostic positif, le diagnostic étiologique et du mécanisme. Donc, il va permettre de guider les attitudes thérapeutiques. Il va évaluer le degré de la régurgitation mitrale, le retentissement sur le ventricule gauche et les pressions pulmonaires et le bilan de lésions associées. Et il permet de suivre les patients qui ont une valvulopathie mitrale. Alors, l'insuffisance mitrale, elle peut être déjà suspectée dès l'examen bidimensionnel par des signes indirects. Regardez ici, vous avez ce qu'on appelle une coupe parasternale grand axe du ventricule gauche. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a? Cette structure, c'est l'oreillette gauche. Cette structure, c'est la valve mitrale. C'est ça, c'est le ventricule gauche. Ça, c'est la valve aortique. Ça, c'est la partie initiale de l'aorte. Et ça, la structure la plus antérieure, c'est le ventricule droit. Alors, il y a des signes d'intérêt qui permettent de suspecter cette insuffisance mitrale. Ces signes indirects, c'est quoi? C'est la conséquence de la surcharge volumétrique du ventricule gauche. Regardez ici, vous avez une oreillette gauche qui est franchement dilatée, mais en même temps, on a un ventricule gauche qui est aussi franchement dilaté. Alors, qu'est-ce qui va confirmer en fin de compte cette insuffisance mitrale? C'est ce qu'on appelle le mode Doppler-couleur. Le mode Doppler-couleur qui va mettre en évidence ce jet régurgitant en mosaïque couleur dans l'oreillette gauche. Alors, le codage couleur, c'est quoi? Ça, c'est la sonde. Ici, c'est la sonde. Ça, c'est la sonde de l'échographie. Alors, tout ce qui va vers la sonde est codé en rouge et tout ce qui fuit la sonde est codé en bleu. D'accord? Alors, imaginez que vous avez donc un reflux systolique de sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Il va être codé en bleu. Par contre, le flux qui vient de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche, il va être codé en rouge. Le mélange de bleu avec le rouge, il va donner ce qu'on appelle ce jet mosaïque couleur qui traduit la présence d'une régurgitation mitrale. C'est clair? Très bien. Donc, on passe. Alors, regardez ici, la même chose. Regardez comment l'oreillette gauche. Ça ne marche pas, ça. Pardon. Vous voyez là? Donc, regardez ici, vous avez un ventricule gauche qui est très dilaté, il est très sphérique, il est globuleux, et vous avez une oreillette gauche aussi qui est très dilatée. Ça, c'est une coupe 4 cavités. Regardez, ça, c'est les 4 cavités. L'oreillette gauche qui est très dilatée, le ventricule gauche qui est très dilaté. Ça, c'est le ventricule droit. Ça, c'est le ventricule gauche.
Et regardez, j'ai une mosaïque couleur, c'est-à-dire un reflux de sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche et qui définit l'insuffisance mitrale. Alors, le Doppler continu aussi permet de confirmer cette insuffisance mitrale en mettant en évidence un flux donc, qui est négatif. Bon, ça, on passe sur ça. Alors, on a dit que l'échographie, elle va permettre aussi le diagnostic étiologique de l'insuffisance mitrale. Et regardez ici, ça, c'est une coupe parasternale grand axe du ventricule gauche. Qu'est-ce qu'on a? L'oreillette gauche, le ventricule gauche, la valve mitrale, la valve aortique à partir ascendante de l'aorte et le ventricule droit qui est la structure la plus antérieure. Regardez ici, regardez, ça on a ce qu'on appelle ici un prolapsus de la petite valve mitrale. Je m'en ai un prolapsus. Normalement, la valve, regardez comment une partie de la valve, elle prolabe du côté de l'oreillette gauche. Et ce prolapsus, il peut être responsable d'une insuffisance mitrale. Je vais vous expliquer un peu plus. Regardez ici. Ça, c'est la même coupe. C'est une coupe parasternale grand axe. Et ici, la valve mitrale, l'oreillette gauche, le ventricule gauche, la valve aortique, l'aorte et le ventricule droit. Et qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez la grande valve mitrale qui a un mouvement qui est normal, mais la petite valve mitrale, elle a un mouvement qui est exagéré. Regardez. Donc, elle prolabe vers le ventricule gauche. Il y a un prolapsus évident de la petite valve mitrale vers l'oreillette gauche. D'accord? Et ça, c'est la conséquence, ce prolapsus, c'est la conséquence d'une rupture d'un cortage valvulaire. C'est clair le prolapsus ici? Donc, on va passer, regardez ici, il y a le même exemple. Regardez, ça, c'est plus démonstratif. Ça, c'est une coupe 4 cavités. D'accord? Oreillette gauche, ventricule gauche, oreillette droite, ventricule droit, valve mitrale et valve tricuspide. Vous avez ici une grande valve mitrale qui a un mouvement normal. Mais regardez la petite valve mitrale, comment elle prolabe du côté de l'oreillette gauche. Elle prolabe, elle a un mouvement qui est anormalement exagéré. D'accord? Alors ça, c'est un cas intéressant. Regardez, ça, c'est un monsieur qui a une insuffisance mitrale qui est très importante. Et dans l'étude du mécanisme de l'insuffisance mitrale, on tombe sur cette image-là. Regardez, vous avez ça, c'est une coupe transventriculaire qui passe par les deux piliers. Ça, c'est le pilier antérieur et ça, c'est le pilier postérieur. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Le pilier lui-même, il est calcifié, cet aspect hyperéchogène. Et regardez la paroi myocardique sur laquelle s'insère le pilier. C'est une zone qui est complètement akinétique par rapport à cette zone-là. Et ce monsieur, il a une insuffisance mitrale ischémique au type 3 de Carpentier, par restriction du mouvement de l'une des valves mitrales. Donc, l'échographie, on a dit qu'elle va permettre aussi d'évaluer la sévérité de la régurgitation. Bon, je vous dispense de ça parce qu'il y a différentes méthodes semi-quantitatives et quantitatives pour apprécier le degré de la régurgitation mitrale. Ça ne fait pas vraiment partie de vos objectifs en tant qu'étudiant en troisième année. Alors l'échographie transœsophagienne trouve un rôle Ce n'est pas dans vos objectifs, l'échographie. L'échographie, je vous montre les images, c'est essentiellement pour que vous compreniez, d'accord? Les mécanismes de l'insuffisance mitrale. Alors, l'échographie transœsophagienne, elle va retrouver donc une importance capitale, surtout pour quantifier une insuffisance mitrale et pour une évaluation plus précise du mécanisme de cette insuffisance mitrale. Donc,
L'échographie transœsophagienne, c'est surtout l'étude de la quantification pour apprécier la sévérité et l'évaluation du mécanisme. Alors, regardez, ça, c'est une échographie transœsophagienne qui montre ici le ventricule gauche, l'oreillette gauche, ça, c'est l'auricule gauche. Et regardez, qu'est-ce qu'on a? On a un prolapsus de la petite valve mitrale qui est la conséquence en fin de compte d'une rupture de cordage. Cette structure qui est fine, c'est un cordage qui est complètement rompu. Et ça occasionne un prolapsus valvulaire mitral très important et une fuite mitrale. Regardez, c'est un cas particulier aussi d'insuffisance mitrale chez un patient. Regardez, qu'est-ce qu'on a ici? Quelqu'un peut interpréter ça? Qu'est-ce qu'on a sur la grande valve mitrale? Oui, c'est une endocardite infectieuse, très bien. Ça, c'est des végétations très importantes. Des végétations très importantes sur la grande valve mitrale. Alors, ces végétations s'associent généralement à des délabrements valvulaires et des perforations valvulaires qui sont responsables d'insuffisance mitrale. Alors, le cathétérisme cardiaque, on n'a presque plus besoin pour étudier l'insuffisance mitrale. Donc, parfois, en cas de discordance entre les données cliniques et échographiques, on a besoin de ça. Je passe sur ça. Alors, ça, c'est une angiographie ventriculaire gauche en cathétérisme cardiaque qui permet de classifier le ventricule gauche. Et regardez, ce monsieur, il a une insuffisance mitrale. Pourquoi? Parce qu'il y a un reflux de sang du ventricule vers l'oreillette gauche ici, en systole. Regardez ici le reflux, c'est une oreillette gauche qui se pacifie en systole. Normalement, on n'a pas cette image chez un sujet normal, parce que la valve mitrale, elle est étanche en systole. Donc, évolution naturelle, on a dit que l'IM aggrave l'IM, elle s'auto-aggrave avec le temps. Donc, progressivement, si on n'intervient pas et on n'agit pas, on va aboutir à des complications. Alors, l'essentiel des complications, c'est le trouble du rythme et surtout la fibrillation auriculaire qui marquera un tournant évolutif dans la maladie. Ensuite, l'insuffisance cardiaque, initialement gauche, ensuite droite, ensuite globale. Les complications thromboemboliques sont essentiellement la conséquence des arythmies complètes par fibrillation auriculaire. L'endocardite infectieuse, l'insuffisance mitrale est une valvulopathie qui est pourvoyeuse de l'endocardite. C'est la deuxième valvulopathie qui est pourvoyeuse d'endocardite infectieuse après l'insuffisance aortique. Alors, les formes cliniques, on a dit que l'insuffisance mitrale aiguë, les causes, c'est l'endocardite infectieuse, c'est l'infarctus du myocarde avec rupture de pilier, les ruptures de cordage et les complications de la dilatation mitrale percutanée. Le tableau clinique, il est foudroyant, il est beaucoup plus grave que celui de l'insuffisance mitrale chronique, avec une très mauvaise tolérance hémodynamique. Toujours, on doit mettre le patient sous anticoagulant? Non. L'anticoagulation, c'est lorsqu'il y a une fibrillation auriculaire. Alors, mauvaise tolérance hémodynamique avec des tableaux très graves de démaigriturement jusqu'à l'état de choc cardiogénique. Ça constitue des urgences médico-chirurgicales. Alors, la caractéristique essentielle de l'ECG, qu'est-ce qu'on va avoir? Une simple tachycardie sinusale. On n'a pas d'hypertrophie auriculaire gauche, on n'a pas d'hypertrophie ventriculaire gauche. L'électrocardiogramme va être presque normal. Pourquoi? Parce que l'oreillette gauche et le ventricule gauche n'ont pas eu le temps de se dilater et de s'hypertrophier. Alors, la radiographie du thorax, toujours aussi comme l'électrocardiogramme, on va avoir des images d'œdème pulmonaire qui contrastent avec un volume cardiaque qui est normal, parce que le ventricule gauche, il n'est pas dilaté. Donc, on n'a pas de cardiomégalie, et comme dans le cas de l'insuffisance mitrale chronique. C'est clair ça? Très bien. Alors, l'insuffisance mitrale dystrophique, la maladie de Barlow,
C'est quoi la maladie de Barlow? C'est une maladie, c'est une insuffisance mitrale dystrophique parfois par un prolapsus de la valve mitrale. C'est-à-dire que la valve mitrale, elle est épaissie avec des cordages qui sont très longs. Elle va entraîner donc un prolapsus de l'une des valves mitrales et donc une insuffisance mitrale. C'est la forme la plus fréquente dans les pays développés. Elle touche essentiellement l'adulte jeune et notamment de sexe féminin. Alors, la caractéristique essentielle de l'auscultation de la maladie de Barlow, c'est ce clic mésotélésystolique qui est suivi par un souffle mésotélésystolique. Or, vous avez donc une valve mitrale qui s'ouvre en diastole et ensuite vous avez la fermeture en systole, mais du fait de ce prolapsus valvulaire mitral, donc l'une des valves, elle va prolaber vers l'oreillette gauche. Et lorsqu'elle dépasse le plan de l'anneau, elle va être à l'origine de ce qu'on appelle un clic mésosystolique au milieu de systole, qui est suivi par le souffle mésotélésystolique, qui est la conséquence de la régurgitation de sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Alors, cette fuite, donc, elle peut être majorée notamment à l'occasion d'une rupture de cordage ou bien à l'occasion d'une endocardite infectieuse qui vient se greffer sur cette valve dystrophique. Bon, on passe sur ça. Alors, le traitement, c'est quoi? Il comporte un traitement médical. Alors, ce traitement médical va s'intéresser aux complications, notamment à l'insuffisance cardiaque, aux complications thromboemboliques. Ce traitement médical ne doit pas omettre la prophylaxie de l'endocardite infectieuse avant chaque acte à risque infectieux et la prophylaxie de rechute de rhumatisme articulaire aigu lorsqu'il s'agit d'une insuffisance mitrale rhumatismale. Alors, le traitement de l'insuffisance mitrale chronique et volumineuse, il est essentiellement chirurgical. Chirurgical, ça se fait par sternotomie médiane, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le sternum, et sous circulation extracorporelle, c'est-à-dire que le cœur va s'arrêter et c'est une machine qui va prendre la relève du cœur pendant l'intervention. Alors, deux principaux types de chirurgie peuvent être proposés. Tout d'abord, une chirurgie conservatrice, ce qu'on appelle une plastie mitrale. Chirurgie conservatrice, c'est-à-dire qu'on va essayer au maximum de conserver la valve. Donc, on ne va pas enlever la valve et la remplacer par un substitut prothétique, mais on va essayer de la conserver. C'est ce qu'on appelle la plastie mitrale. Donc, quels sont les avantages de ce traitement conservateur par rapport au remplacement valvulaire mitral? On va voir. Quels sont les avantages? C'est qu'elle dispensera d'un traitement anticoagulant. Vous savez que lorsqu'on met une prothèse valvulaire, notamment mécanique, on a besoin d'un traitement anticoagulant au long cours. Alors, la plastie, elle dispense de ça. Autre chose très importante, lorsqu'on préserve la valve mitrale, on fait une plastie mitrale, on préserve en même temps les piliers. Et les piliers myocardiques, ça contribue à environ 20% de la contractilité myocardique. Donc, la plastie mitrale, elle permet de préserver encore plus la fonction ventriculaire gauche. Alors, le deuxième choix thérapeutique, lorsqu'on n'a pas la possibilité de conserver la valve mitrale, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle un remplacement valvulaire mitral, c'est-à-dire qu'on va couper la valve et les piliers, on va mettre un substitut prothétique qui peut être donc mécanique ou biologique. Alors, le remplacement valvulaire mitral, il est réservé au cas où on échoue à faire une plastie ou lorsque cette plastie, elle s'avère impossible. On peut utiliser les prothèses mécaniques qui ont l'avantage de durabilité dans le temps, ça peut persister toute la vie du patient, mais malheureusement, ça nécessite un traitement antivitamine K en long cours. On peut utiliser une prothèse biologique qui est fabriquée à partir de péricarde de porc généralement. Donc, l'avantage de ces prothèses biologiques, c'est qu'ils peuvent nous dispenser d'un traitement antivitamine K au long cours, mais le principal risque, c'est
le risque de dégénérescence de ces prothèses biologiques. C'est-à-dire, avec le temps, on peut être amené à remplacer ces prothèses. Alors, on les réserve généralement aux sujets très âgés, très tarés, où il y a une contre-indication au traitement anti-vitamine K. Alors, la plastie mitrale, il y a plusieurs techniques, d'accord, qui permettent de conserver la valve et de réparer cette fuite mitrale. Généralement, on peut mettre un anneau de valvuloplastie mitrale, un anneau qui va permettre de rétrécir l'anneau mitral et de diminuer la fuite mitrale, mais en même temps, on fait ce qu'on appelle cette résection quadrangulaire de la valve mitrale, notamment dans le prolapsus valvulaire mitral, et qui va réparer un peu la valve et diminuer cette fuite mitrale. Alors, voici les prothèses mécaniques. Les plus anciennes, c'est les prothèses ABI qui sont très thrombogènes actuellement, elles sont plus utilisées. Les plus récentes, c'est eux ici, c'est les prothèses à double ailette. Donc, qui sont actuellement la nouvelle génération de prothèses valvulaires mitrales mécaniques. Alors, les indications au traitement chirurgical, quand est-ce qu'on va opérer une insuffisance mitrale chronique? Alors, quand est-ce qu'on va opérer une insuffisance mitrale? Bien sûr, en cas d'insuffisance mitrale aiguë, le tableau il est très grave et l'urgence, elle est médico-chirurgicale. Il n'y a pas de discussion diagnostique. En cas d'insuffisance mitrale chronique importante ou sévère, alors on va aller au traitement chirurgical chaque fois que le patient il est symptomatique, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes, ou bien lorsqu'il est asymptomatique, mais il y a un début d'altération du ventricule gauche. Ce début d'altération de la fonction ventriculaire gauche, on peut le deviner par quoi? Par une altération de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, ou bien lorsque le ventricule gauche se dilate de façon très importante. Alors, le passage en fibrillation auriculaire peut constituer en lui-même une indication chirurgicale chez les patients asymptomatiques. Lorsqu'on a une hypertension artérielle pulmonaire très importante, au-delà de 50 mm de mercure, alors, et lorsqu'on a une insuffisance mitrale ischémique, mais en même temps, on a une indication de revascularisation coronaire associée par pontage coronaire. Alors, en dehors de ces situations, l'indication est à discuter et forte probabilité. On va passer à la réunion suivante, s'il vous plaît. Donc, on résume les indications du traitement chirurgical. Quand est-ce qu'on va opérer une insuffisance mitrale? Bien sûr, les insuffisances mitrales aiguës, c'est indiscutable, c'est des tableaux qui sont graves, c'est des insuffisances mitrales qui sont très sévères, qui nécessitent une prise en charge médico-chirurgicale urgente. Je vais t'expliquer, monsieur. Donc, le rhumatisme articulaire aigu alors que l'atteinte cardiaque. Comment le rhumatisme articulaire aigu alors que l'atteinte cardiaque est chronique? Le rhumatisme articulaire aigu, c'est une pathologie inflammatoire, donc qui va toucher les valves. Vous n'avez pas lu le cours sur le rhumatisme articulaire aigu, je crois qu'il a été supprimé. Donc, qui est la conséquence d'une infection à streptocoque bêta-hémolytique du groupe 1. D'accord? C'est une réaction immunologique inflammatoire qui va s'attaquer aux valves cardiaques de façon aiguë. D'accord? Mais les conséquences cardiaques, ils vont se faire sur des années. D'accord? C'est des lésions valvulaires en aigu qui vont se faire ensuite pendant plusieurs années. D'accord? Une inflammation des valves qui va aboutir progressivement vers la fibrose, vers la rétraction, vers le raccourcissement des cordages. Alors, le traitement actuellement, les traitements prophylactiques de tout ce qui est endocardite infectieuse,
il a été révisé au cours des dernières recommandations. Actuellement, on préconise, selon les recommandations européennes, de prophylaxie que pour les pathologies à très haut risque d'endocardite infectieuse. Et quels sont ces patients à très haut risque d'endocardite infectieuse? Ce sont tous les patients qui ont des prothèses valvulaires mécaniques. Ce sont les patients qui ont des antécédents d'endocardite infectieuse, qui ont fait des endocardites infectieuses, et ce sont les patients qui ont des cardiopathies congénitales cyanogènes. C'est ça les trois principaux patients qui nécessitent impérativement un traitement prophylactique. D'accord? Les autres catégories, notamment les insuffisances mitrales, les insuffisances aortiques, sont considérées à risque modéré, donc il n'y a plus d'indication en traitement prophylactique. Alors, sur le plan pratique, actuellement, nous, en pratique quotidienne, on continue à donner un traitement prophylactique pour ces patients. Pourquoi? Parce que la mesure d'hygiène et de prophylaxie pendant les procédures à risque infectieux ne sont pas aux normes internationales en Tunisie. D'accord? Donc, on donne par excès un traitement prophylactique pour prévenir une pathologie grave qui est l'endocardite infectieuse. Le traitement prophylactique, on a dit, indiscutablement, les patients qui ont des prothèses valvulaires mécaniques, les patients qui ont des antécédents d'endocardite infectieuse et les patients qui ont des cardiopathies congénitales cyanogènes, de type cyanogène. On va revenir à toutes vos questions à la fin. Donc, on résume les indications. On a dit, chaque fois qu'on a une insuffisance mitrale aiguë, ça, c'est une urgence médico-chirurgicale. Il n'y a pas de discussion. Le patient, il va très mal. L'insuffisance mitrale est très importante. Il faut aller toujours opérer ces patients. Alors, lorsque l'insuffisance mitrale, elle est chronique et elle est importante, l'indication indiscutable du traitement chirurgical, c'est lorsque le patient, il a des symptômes. Dyspnée, angor, palpitations, etc. Alors, lorsque le patient, il a une insuffisance mitrale chronique importante, mais qui est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il ne ressent pas vraiment des symptômes, alors on va intervenir chaque fois qu'on suspecte un début d'altération de la fonction ventriculaire gauche, c'est-à-dire lorsque la fraction d'éjection tombe en dessous de 60%, ou bien lorsqu'il y a une dilatation très importante du ventricule gauche. Alors, lorsque le patient aussi passe en fibrillation auriculaire, on dit qu'il est au moment aussi pour intervenir. Et lorsque les pressions pulmonaires dépassent les 50 mm de mercure. Alors, on va aussi opérer toutes les insuffisances mitrales ischémiques importantes, asymptomatiques, mais lorsqu'on a aussi en même temps une indication de revascularisation coronaire, c'est-à-dire qu'on va vers un geste associé de réparer la valve mitrale et en même temps de revasculariser les coronaires par un pontage aorto-coronaire. Alors, en dehors de ces situations qu'on vient de voir, pour les insuffisances mitrales asymptomatiques, on peut être amené à opérer des patients aussi avant ce stade, chaque fois qu'on a la possibilité de conserver la valve mitrale. D'accord? Chaque fois qu'on a la possibilité de conserver, de faire une plastie mitrale, on est beaucoup plus large, question, indication chirurgicale. Alors, la surveillance au long cours, elle va être clinique, électrocardiographique, échographique et biologique. Biologique, oui. Donc, je crois que pour aujourd'hui, on va se contenter de ce qu'on vient de voir, parce qu'il reste le rétrécissement mitral, on fera ça une autre séance. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions, que ce soit sur ce cours ou sur d'autres cours? Alors, aucune question? Oui, bien sûr. L'endocardite infectieuse, il y a les germes les plus incriminés qui doivent être reconnus, bien sûr. Et selon la porte d'entrée, on a une
suspicion d'un gène en particulier. Il faut les connaître, ça, parce que c'est le traitement qui en découle. Oui, bon, vous n'allez pas connaître tous les schémas d'antibiothérapie, mais surtout pour les valves natives, l'endocardite sur valve native à point d'entrée dentaire, le traitement standard qu'on va donner. Le traitement de l'HTA, il faut connaître, je crois, les principales classes thérapeutiques, c'est tout. Alors pourquoi on a dit qu'on donne un traitement prophylactique du RA alors qu'il a déjà été en cause de la valvulopathie? On donne un traitement prophylactique du rhumatisme articulaire aigu pour, c'est quoi le traitement prophylactique du RA? C'est à base d'extensiline, c'est de la pénicilline G qu'on donne par voie intramusculaire tous les 15 ou tous les 20-21 jours. Pourquoi? Pour éviter ces infections, notamment les angines à streptocoque bêta-hémolytique. C'est pour que le patient ne fait pas une rechute de la maladie, il altère encore d'autres valves, la valve mitrale ou d'autres valves. On va revenir sur le rétrécissement mitral la prochaine fois. On ne l'a pas vu. Alors demain, vous aurez avec Dr Onès normalement les valvulopathies aortiques. D'accord? Normalement, ça sera programmé à 14 h, la première séance. Le mécanisme d'atteinte valvulaire par le rhumatisme articulaire aigu. C'est-à-dire le mécanisme d'atteinte de la valve elle-même. On a dit que c'est un processus inflammatoire et immunologique. Ces anticorps qui sont dirigés contre le streptocoque et qui ont une analogie qui est très, une analogie avec le tissu valvulaire, que ce soit mitral, que ce soit aortique. Et ces anticorps, ils vont s'attaquer à ces valves et ils vont entraîner des réactions inflammatoires qui, avec la langue, vont entraîner des réactions fibreuses et de rétraction. Et c'est ce qui donne donc l'atteinte valvulaire. Maladie auto-immune qui a à l'origine de l'insuffisance mitrale, non. À ma connaissance, non. Alors, pas d'autres questions? Sur les autres séances aussi, c'est pas grave. Alors, les séances de l'électrocardiogramme, malheureusement, je ne les ai pas enregistrées, mais je vais vous mettre aujourd'hui les diapos sur la plateforme AMC, d'accord? D'accord. Merci à vous. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois que je vais vous laisser. Donc, je vous envoie le lien des différentes réunions de demain et à bientôt. Au revoir. Ciao, Taïba. Oui.